L'objet de cette vidéo est d'examiner la question à savoir si le président de la Commission des plaintes du public contre la GRC est en infraction à l'article 137 du Code criminel pour véhiculer de la fausse information dans le but de tromper le cours de la justice. Madame Montgomery, à Ottawa, pensait que j'étais un menteur à cause d'une collusion entre 3 fonctionnaires. J'ai sollicité l'implication de la GRC pour briser cette collusion. La GRC a accepté d'informer Mme Montgomery d'un présumé lien entre une entreprise et un fonctionnaire. Cependant, la GRC a fait semblant de ne pas avoir trouvé cette entreprise dont moi et les fonctionnaires on parlait, ce qui est assez ridicule comme stratégie. La GRC a falsifié le rapport relativement à cette entente et toute cette histoire-là de l'entreprise, ce qui lui vaut une allégation de falsification en vertu de l'article 128 du Code criminel, tel qu'expliqué dans la 3e vidéo de cette série. Je me plains de la falsification du rapport de police. La Commission des plaintes du public reformule cela en disant que je me plaindrais que la GRC n'a pas fait une enquête sur la collusion. Ceci est expliqué dans la vidéo 4 de la série. Le président de la Commission des plaintes du public véhicule la fausse information que M. H m'aurait refusé toute autre subvention. La question qui se pose est comment est-ce que cette information-là s'articule dans une plainte, qu'elle soit sur de la falsification ou sur une non prise en charge d'une enquête sur une collusion. Pour être en faute, selon l'article 137, il faut construire de la preuve, ceci dans le but de tromper le cheminement de la justice. Dans la vidéo, je démontre que c'est une preuve qui est construite. L'autre chose, c'est pourquoi est-ce qu'il a mis cette information-là dans le rapport si ce n'est pour influencer le cours de la justice. Ça a pris beaucoup de temps et d'efforts juste pour commencer le premier projet avec le Conseil national. D'une part, il m'a donné un pouce d'informations à lire sur comment appliquer sur les petits projets et les projets moyens. Deuxièmement, il voulait que j'incorpore mon entreprise. Mon entreprise était enregistrée et il voulait que je change de statut à incorporé. C'est assez long en toutes sortes de décisions à prendre pour incorporer une entreprise. Donc, ce fut tout un effort pour arriver à se qualifier pour un premier projet. Pour le premier projet, c'était entendu que c'était subventionné jusqu'au 1er avril. Il m'a téléphoné un petit peu avant le 1er avril pour me demander de lui envoyer la facture avant le 10 avril environ, parce que c'était la fin de l'année fiscale du gouvernement, puis que le rapport pourrait venir plus tard. Il en a aussi profité pour me dire qu'il ne pouvait plus me subventionner. Ceci est une prédécision. Il n'y avait aucune information sur l'avancement du premier projet. Il m'appelait pour la facture. Sa décision était prise de me couper là sans égard à comment avait fonctionné le premier projet. Donc, ce fut énormément d'efforts. Il a fallu que je lise toutes les règles, comment appliquer sur les projets, puis incorporer l'entreprise. Puis, il prend sa décision avant même de donner considération à la performance du premier projet qui a très bien été. Le rapport va arriver comme 2 mois plus tard. Pour moi, ça avait été très intéressant, tout le progrès que j'avais fait sur cet instrument-là pendant ces mois-là.
Quand je suis arrivé au deuxième projet, ma confiance s'était ébranlée dans le fonctionnaire, M. H. J'ai choisi de faire subventionner un instrument qui était plus loin de certaines applications sensibles en défense, comme l'était mon premier instrument. Il m'a demandé d'augmenter les dépenses, ce que j'ai fait à peine. J'ai à peine augmenté les dépenses pour pas l'ignorer, mais c'était quand même un peu rire de lui de les augmenter si peu. Il a aussi sollicité une opinion à une dame du Réseau canadien de la technologie sur mon entreprise. J'étais un petit peu étonné qu'il lui passe mes informations, mais je pensais que c'était pertinent. Je crois, après coup, que ce qu'il voulait, c'était avoir une opinion négative comme quand on fait une offre d'achat sur une maison conditionnelle à une inspection. On peut chercher une inspection qui va trouver des défauts pour se sortir de l'offre d'achat. J'ai l'impression que lui cherchait un rapport qui serait négatif sur mon entreprise pour me tasser parce que je n'étais pas rentré dans l'économie paye pour jouer. Je n'étais pas inséré dans Innovatech, Innocentre. Donc, il ne voulait pas me donner les subventions du Conseil national que j'aurais à partager avec les autres. La problématique du Réseau canadien de la technologie, c'est que les informations que je donne au programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de la recherche du Canada, tel que expliqué dans d'autres vidéos plus tôt, c'est des informations qui sont pré-classifiées. Ce pas des informations classifiées. Je ne les envoie pas au Service canadien de renseignement de sécurité pour les faire classifier. Il y a quand même un certain contexte de discrétion. Lui croit que c'est approprié de les passer à elle. Est-ce que c'était vraiment le cas? Si son but, c'est de me diffamer pour me tasser, il a soumis des informations sensibles à des gens qui n'auraient pas dû avoir ces informations-là. Moi, je n'étais pas très intéressé à faire affaire avec le Réseau canadien de la technologie pour deux raisons. D'une part, les informations avaient une certaine sensibilité parce que les applications en défense biologique, par exemple, ça peut indiquer qu'éventuellement, mon entreprise, si elle avait été plus dans le diagnostic, j'aurais pu avoir accès à des souches de virus et de bactéries de façon à faire des instruments de diagnostic pour les détecter. Puis ça, c'est pas quelque chose qu'on veut nécessairement rendre au public, parce qu'on ne veut pas se les faire voler. Ces souches-là, ils sont entreposés à Winnipeg par le gouvernement du Canada, là, mais disons qu'à un moment donné, il faut s'en servir pour faire des instruments de diagnostic. Puis c'est fait dans une certaine discrétion. Là, je vous en parle maintenant parce que ce projet d'entreprise-là est complètement mort. Je suis rendu vieux et sénile et je ne vais pas reprendre ça. Donc, je ne expose aucune capacité de vous parler de ça. Mais c'est ça. Pour le Réseau canadien de technologie, il y avait deux problèmes. D'une part, l'information est un peu sensible et pas à passer à n'importe qui. D'autre part, les entrepreneurs ne sont pas toujours intéressés à ce que leur plan d'affaires fasse le tour de tous les partenaires qui peuvent éventuellement devenir des concurrents. Ils peuvent prendre conscience des tailles des marchés, des opportunités et s'inspirer de ça. Souvent, dans les entreprises comme ça vont s'inspirer de ce que font leurs concurrents. Alors, quand tu as quelqu'un, un consultant qui fait le tour de toute ta concurrence pour vous matcher, pour faire travailler ensemble, qui va faire passer des informations sur ce que tu fais qui peuvent être avancées par les autres, c'est pas nécessairement l'intérêt des entrepreneurs de faire circuler ces informations-là. C'est quelque chose qu'on aime garder à notre discrétion. Que le Conseil national commence à faire ça, je trouve ça irritant. Puis s'il le fait dans le but de me diffamer, puis en plus qu'il expose des informations sensibles, je trouve ça particulièrement problématique. Donc, quand je suis arrivé au deuxième instrument, lui, il m'a dit d'augmenter mes dépenses et il a impliqué Réseau canadien de technologie. J'étais content d'avoir entré dans le deuxième instrument avec un instrument qui était beaucoup moins sensible du point de vue des applications.
Là, ce qui s'est passé ensuite, c'est que j'ai essayé d'avoir une correction pour le temps entre le premier et le deuxième instrument. Il est passé peut-être plus qu'une année sans que j'aille de subvention du Conseil national parce qu'on m'avait disqualifié à tort. Puis j'ai demandé à la dame, en charge du Paris, Mme Montgomery, un ajustement financier pour me faire compenser pour ça. Cet ajustement financier-là, c'est pour la période entre le premier et le second instrument. Madame Montgomery, la dame du Conseil national, m'offrait ses excuses, mais lorsqu'il était question de dédommagement, de correction financière pour la période entre le premier et le deuxième projet, ça ne marchait pas parce qu'elle ne me croyait pas. Elle m'offre donc des excuses non sincères. Elle ne me croyait pas parce que ses trois inférieurs étaient d'une opinion différente de la mienne sur H Communication. Ils étaient en collusion. J'ai impliqué la GRC pour briser cette collusion et récupérer ma crédibilité auprès de Mme Montgomery. Que j'implique la GRC semble avoir ébranlé Mme Montgomery. Quand j'ai téléphoné pour faire le suivi là-dessus, elle m'a juste raccroché au nez. Alors, à ce moment-là, je suis passé à son patron, M. Cartier, le président du Conseil national de la recherche du Canada. Lui m'a référé à son avocat. Son avocat m'a dit qu'il avait reçu 2 rapports de police. Donc là, j'ai essayé d'obtenir ces rapports de police-là. Je ne savais pas comment faire. J'ai consulté à la clinique juridique de l'Université de Montréal. J'étais avec Maître Papillon, Antoine Aylwin et Francis Baragon, les 2 derniers des étudiants. C'était vers le 19 de janvier 2001. Donc, Maître Papillon m'a dit que j'ai juste à aller demander avec la date les rapports de police, ce que j'ai fait, puis j'ai pu en obtenir ainsi un des 2. L'autre chose, c'était que je voulais aussi savoir comment faire pour être dédommagé ou qu'il y ait une correction financière là, pour la période entre le premier et le second projet. Là-dessus, Maître Papillon m'a dit que le fait que j'aille accepté d'entrer dans le deuxième projet signifiait que j'étais d'accord avec tout le passé, que je tournais la page sur tout cela. Le problème de ça, c'est que quand je suis rentré dans le deuxième projet, M. H m'a dit d'augmenter mes dépenses pour que je m'auto-discrédite. Il a aussi sollicité une opinion à Réseau canadien de technologie qui était une façon aussi, probablement, ça va s'avérer, ce qui me semble être le cas, pour me discréditer aussi. Donc, la confiance n'était vraiment plus avec M. H à partir de la négociation du deuxième projet. On est rentré dans le deuxième projet, mais dans la méfiance. Puis, j'avais pas l'intention de rentrer dans un troisième projet avant d'avoir réglé cela. C'est pas... ce que Maître Papillon disait, que le fait que je suis rentré dans le deuxième projet faisait que je tournais la page, et le conseil légal qui fait que je ne suis pas rentré, que c'est impossible de rentrer dans un troisième projet parce que je n'étais pas intéressé de tourner la page sur la façon qu'on s'était impliqué dans le deuxième projet. Donc, j'ai jamais appliqué pour un troisième projet. Ainsi, il n'a jamais pu me refuser toute autre subvention suite à une application de projet. J'ai essayé de négocier une correction financière avec M. Cartier, mais ça, c'était pas une question de projet. C'était un petit peu délicat la formulation parce que je voulais pas
que ça ait l'air d'une magouille que moi je fais. Puis je voulais pas nécessairement les faire avouer qu'ils avaient fait des affaires tout croche, mais ce que je voulais quand même, c'était une correction pour du temps passé pour récupérer cet argent perdu-là. Donc, il y a eu une petite communication avec M. Cartier sur la possibilité de faire une correction. Puis là, il m'est revenu avec des affaires de plan marketing, ce qui me laisse croire que c'est M. H qui qui lui a dit que j'avais des faiblesses en plan marketing. Que ceci venait probablement de la dame du Réseau canadien de la technologie. Lorsqu'on applique pour des projets au programme d'aide à la recherche industrielle, c'est pour développer des instruments. On ne développe pas nécessairement les plans marketing dans un grand détail. Si il manque des informations, ça aurait pu être ajouté. De la même façon que M. H me dit d'augmenter les dépenses, il aurait pu me dire de détailler le plan marketing. Le fait que Madame du Réseau canadien voit que le plan marketing n'est pas élaboré, c'est pas très significatif. Mon plan marketing était absolument solide, j'avais des ressources marketing absolument solides, mais c'était pas dit à ces gens-là parce que ça faisait pas partie de la question en réalité. Là. Donc, tout ça pour dire, il n'y a pas eu de troisième projet. M. H n'a pas pu me dire qu'il me coupait suite à une application. Le président de la Commission des plaintes publiques aurait pu lui demander de voir le projet sur lequel j'ai appliqué parce que c'était dit dans ma plainte qu'il ne peut que refuser sur un projet. Il aurait pu demander à voir c'est quoi le projet sur lequel j'ai appliqué, ce qui aurait été très intéressant. Parce que mon premier projet, c'était un projet où est-ce qu'il y avait de la sensibilité dans les marchés. Mon deuxième, c'était pour les piles de char. Il n'y en avait plus de sensibilité dans les marchés. Alors, avoir impliqué un troisième instrument, dans quel sens est-ce que ça aurait été? C'est une question qu'il ne s'est jamais posée dans ma tête. Il n'y a jamais eu d'application pour un troisième projet. Donc, le président de la Commission des plaintes publiques n'a pas demandé de preuve que j'avais déposé un troisième projet. Il fabrique la preuve contre moi. Il ne vérifie pas ses allégations auprès des autres. Tout l'État lui fait confiance à tort. Le premier projet, c'était le Polaro nanoampèremètre. C'est celui où est-ce que M. H m'a avisé qu'il ne pouvait plus me subventionner avant même d'obtenir le seul et unique rapport qu'il avait à obtenir sur le projet. Ensuite, il y a eu une période non subventionnée. Et ensuite, on est rentré dans un second projet, le Potential Stop. Je pensais ainsi relancer l'effort de recherche et développement et donner du temps pour régler la question d'une correction sur la période non subventionnée. J'ai été voir la dame à Ottawa pour cette correction financière-là. Elle ne me croyait pas sur cette histoire-là à cause que j'avais une opinion différente sur la compagnie H Communication par rapport à trois de ses inférieurs. Un subordonné techniquement, puis deux personnes d'autres institutions. Puis, ceci, c'est la collusion des inférieurs. Ensuite, j'ai impliqué la GRC pour casser la collusion. Ensuite, j'étais à la clinique juridique de l'Université de Montréal pour obtenir les rapports et savoir comment aussi obtenir ma correction financière. Maître Papillon me disait que le fait que j'avais appliqué pour le second projet, que je m'étais entendu pour le second projet,
signifiait que j'étais en accord avec tout le passé, que je tournais la page sur toute réclamation. Il m'a expliqué comment faire pour obtenir les rapports de police. Mais pour moi, ce que voulait dire le conseil de Maître Papillon, ça voulait dire que je ne pouvais pas entrer dans un troisième projet parce que je ne tournerais pas la page sur la question de la collusion qui attaquait ma crédibilité. À cause du conseil de Maître Papillon, je ne pouvais pas entrer dans un troisième projet parce que je ne tournerais pas la page là-dessus sans avoir été au fond du problème. L'autre affaire, quand on est en allégation criminelle contre quelqu'un, on n'est pas supposé de négocier avec cette personne-là un contrat parce qu'on pourrait être dans une situation d'intimidation de procédure criminelle. Je ne pouvais pas dire à mon fonctionnaire qu'on va avoir un troisième projet, sinon qu'il va avoir une charge criminelle contre lui. Je ne peux pas laisser entendre des affaires comme ça. En matière criminelle, on ne peut pas négocier avec une personne, un contrat avec une personne contre laquelle on a une allégation criminelle parce que ça pourrait être reçu comme de l'intimidation de procédure criminelle qui est une interférence en procédure criminelle. Donc là, il y a deux raisons pour lesquelles je ne peux pas entrer dans un troisième projet. Le conseil de Maître Papillon et le code de procédure en matière criminelle. Il y a une autre affaire, c'est que j'avais déjà indiqué dans ma plainte que Pierre Filion m'avait dit qu'on ne peut pas refuser quelqu'un a priori. Il faut présenter un projet, puis le fonctionnaire se prononce là-dessus. Donc, c'était pas techniquement possible pour le fonctionnaire de me dire qu'il me coupait toute autre subvention. S'il avait dit cela, si j'avais appliqué sur un troisième projet et qu'il avait dit cela, j'aurais rapporté cela à ses supérieurs en indiquant l'opinion qui m'avait été donnée par Pierre Filion du Conseil national de la recherche Canada. Donc, il n'y a pas eu d'application pour un troisième projet. Il n'y a pas eu de refus. Je n'ai pas pu être refusé. Il n'a pas pu me refuser toute autre subvention. Quel est le rôle de cette information selon laquelle M. H m'aurait refusé toute autre subvention? Dans le cadre de l'analyse de la question qui fait l'objet de la plainte, le rôle de cette information-là est de me discréditer. De dire Philippe est quelqu'un dont l'orgueil a été blessé, inutile de donner considération à ses allégations. Ce n'est pas une erreur, c'est une fabrication de faux et véhiculer une fausse information dans le but d'influencer le cours de la justice. C'est en infraction avec l'article 137 du Code criminel. Quand on développe un instrument comme le polaro-nanoampèremètre, on a besoin d'appareils pour analyser les communications entre le micro-ordinateur interne et des composantes périphériques internes. Le protocole de communication s'appelle SPI, puis le décodeur SPI affiche les 4 dernières communications. Je fabrique mes appareils de développement dans le même boîtier que les polaro-nanoampèremètres, pompes péristaltiques, pH-iomètres, etc. parce que je connais le boîtier et j'aime le connaître encore plus. J'ai un stock de plaques d'aluminium toutes coupées de la bonne grandeur pour fitter la face du boîtier. Je ne prends pas la peine de les visser, je peux rapidement enlever la face et la stocker. Ils ont toutes la même largeur, alors j'ai fait une armoire avec une fente en bas, une fente en haut, est-ce que je peux les stocker verticalement facilement.